Imagine un acteur complètement fauché qui se retrouve parachuté dans un manoir de luxe parce que tout le monde est persuadé que le gamin dont il s'occupe est l'héritier d'une immense fortune. Entre secrets de famille et gros doutes sur l'identité du père, c'est le bordel total. Si t'aimes les histoires de gars normaux qui essaient juste de s'en sortir au milieu du chaos, reste là. Voilà le pitch de Ah, qui est ce bébé. Le héros n'a pas un rond en poche, mais toi, tu peux nous filer un sacré coup de pouce en t'abonnant. Lâche un gros pouce bleu et dis-moi en commentaire si tu penses que ce gamin est le vrai héritier ou si c'est du gros mytho. Allez, c'est parti! Yin Yun est en pleine crise de nerfs. Il serre le gamin contre lui tout en jurant à son patron, au bout du fil, qu'il vient de se faire kidnapper. Le souci, c'est qu'il joue comme une savate. Le réal ne gobe pas son baratin une seule seconde. Tout avait commencé 40 minutes plus tôt. La grande star, en plein tournage d'une série historique, suppliait à genoux qu'on le laisse filer un moment. À force de chialer, il a fini par obtenir 1 heure et demie pour régler ses affaires. Et le voilà qui détale comme si sa maison était en train de brûler. Il se débarrasse de son costume d'époque en un temps record et balance sa perruque pour révéler que, sous ses vieilles nippes, se cache un vrai beau gosse. Mais pour éviter de se faire traquer par une horde de fans en manque de selfies, il dégaine la casquette, les lunettes et le masque. Regardez-le, il est persuadé qu'avec cet attirail, il est devenu totalement invisible à l'œil nu. Fin prêt pour sa mission secrète, il déboule devant la maternelle où l'attendait le petit roux. Dès qu'il l'a reconnu, le gamin s'est transformé en une véritable pile électrique. Il marchait tranquillement en ville, le petit savourant sa glace à la fraise, zen comme jamais. Yin Yun avait les yeux rivés sur son portable, mais il gardait un œil sur le gosse pour éviter qu'il ne se mange le trottoir. Ce qu'il ne soupçonnait pas, c'est qu'une limousine noire leur collait au basque depuis un bon moment. Des types à la mine patibulaire ont fini par donner le signal, et d'un coup, ils se sont retrouvés encerclés par une bande d'armoires à glace en costume, tout droit sorti d'un film de mafieux. L'un des gorilles s'allume même une clope avec un sang-froid à vous glacer le sang. Yin Yun a viré au blanc cadavre, et le petit en a même lâché sa glace de trouille en voyant ces géants leur barrer la route. L'acteur a bien tenté de négocier et a sorti son portefeuille pour voir s'il pouvait les amadouer avec quelques billets, mais c'était le désert total, il n'avait même pas de quoi se payer un ticket de bus. Finalement, mort de peur mais essayant de faire le brave, il a serré le petit contre lui en les suppliant de le prendre, lui. Un vrai martyr, ce type, le seul au monde prêt à se sacrifier juste parce qu'il n'a pas un rond pour payer la rançon. Avant qu'on ne l'embarque dans la voiture, il a tenté de gagner du temps avec cet appel désespéré à son patron, en hurlant qu'on le kidnappait, espérant que quelqu'un bougerait le petit doigt pour lui. Mais les gardes du corps n'en avaient strictement rien à carrer de son mélodrame, ils lui ont arraché le téléphone des mains d'un geste brusque, avant de donner l'ordre de les embarquer fissa. Ils se sont retrouvés à l'arrière d'une limousine, entourés par 4 armoires à glace à lunettes noires qui ne respiraient pas vraiment la joie de vivre. En plein milieu de ce stress, le petit a eu une envie pressante et Yin a sauté sur l'occasion, persuadé que ce voyage allait se terminer avec eux vendus comme main-d'œuvre bon marché. Mais au lieu d'un port louche, ils ont débarqué devant un manoir de luxe qui ressemblait au palais d'un milliardaire. Les types les ont poussés à l'intérieur avec la délicatesse d'un camion de déménagement. Ils sont restés là, se sentant tout petits au milieu de tout ce marbre. Une femme en tailleur rose est descendue les accueillir et a salué Yin par son nom, comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Elle lui a dit qu'on les attendait, ce qui l'a encore plus déboussolé. Il ne savait plus si c'était un dîner VIP ou un enlèvement très poli. Elle les a invités à s'asseoir, mais le petit n'en pouvait vraiment plus et Yin a dû briser le protocole pour réclamer les toilettes avant que le gamin ne laisse un souvenir impérissable sur ce sol hors de prix. La femme leur a indiqué le chemin et ils ont foncé comme si leur vie en dépendait. Une fois le réservoir vidé, ils sont retournés au salon pour voir qui tirait vraiment les ficelles. C'est là que le maître des lieux les attendait, un type à l'expression glaciale qui leur a ordonné de s'installer sans perdre de temps en futilité. L'homme est allé droit au but. Il a fixé le petit et a lâché sa bombe. Il a déclaré que ce gamin que Yin Yun tenait dans ses bras n'était autre que son propre fils. Et là, il lâche la bombe, le gamin et son fils biologique. Le grand patron s'installe tranquillement et remercie l'acteur d'avoir pris soin du petit toutes ces années, mais il exige maintenant qu'on le lui rende, comme s'il s'agissait d'un simple colis égaré. Et comme il est convaincu que tout s'achète, il fait glisser un chèque de 5 millions de yens sur la table. Voyant que Yin Yun ne bronche pas, il rajoute une carte avec 50 000 de plus pour le dérangement du kidnapping. La grande classe, il lui pique son gosse, mais il a la délicatesse de lui laisser de quoi payer le taxi. Sauf que l'acteur, complètement à l'ouest, indigne en croyant qu'on lui réclame encore de l'argent. Pour lui, ces types sont des malades mentaux et il n'a pas l'intention de lâcher un centime de ses économies. Le secrétaire, qui semble être le seul à avoir gardé ses neurones, tente de calmer le jeu et lui tend le rapport d'expertise ADN 99, 9% de compatibilité. C'est mathématique, il n'y a pas à discuter. Yin Yun reste pétrifié en lisant les documents, mais son instinct paternel finit par reprendre le dessus. Il balance les papiers en l'air avec un sens du drame digne d'un Oscar et envoie le milliardaire balader avec ses photocopies. Le boss ne s'y même pas. Il affirme qu'il y a des secrets du passé qu'il ne compte pas révéler, mais que le gamin lui appartient et que l'affaire est classée.
L'acteur serre le petit contre lui, persuadé qu'on essaie de lui vendre du vent. Il se rappelle avoir été là pour la mère pendant toute la grossesse et l'avoir même vu naître de ses propres yeux. Pour lui, les papiers peuvent raconter ce qu'ils veulent. La ressemblance physique ne trompe pas. Il pointe du doigt le nez et les expressions du gamin, jurant sur tout ce qu'il a que c'est son portrait craché. Il continue son show en pinçant les joues du petit pour prouver ses dires. Le voilà en plein délire, envoyant des baisers et multipliant les poses devant un paton qui le dévisage comme s'il s'agissait d'une tache de moisissure sur le mur. Il va même jusqu'à montrer une canine, comme si c'était la preuve ultime qu'ils partagent le même sang. Les employés meurent de honte devant ce spectacle affligeant. Mais le boss n'a plus de temps à perdre avec cet hurluberlu qui refuse d'entendre raison. Il tranche dans le vif et ordonne qu'on les embarque sur le champ. En 2 secondes, une nuée de gardes du corps déboule et les encercle comme s'ils s'apprêtaient à braquer une banque. Le sourire de l'acteur s'efface instantanément. On le soulève comme un vulgaire sac de patates alors qu'il hurle pour savoir où on les emmène. On les embarque tous les deux, le rideau tombe. Mais les vrais ennuis ne font que commencer. Les gardes ne perdent pas une seconde et les embarquent de force. Ils s'y mettent à 4 pour soulever Yin Yun comme un vulgaire sac de patates alors qu'il se débat dans tous les sens. Roux n'est pas en reste et se met à hurler de toutes ses forces, laissant les types complètement désemparés. Le gamin se laisse tomber au sol, les prenant totalement de court. C'est là que Roux passe à l'action et il repense au conte que Yin Yun lui lit et décide que le grand patron est le méchant qu'il doit terrasser. Il rampe sur le tapis pendant que l'autre fait mine de ne pas le voir. Une fois sur sa cible, il lui plante les crocs en plein dans la jambe, laissant une belle traînée de bave sur son pantalon. Le boss bout intérieurement, mais son secrétaire déboule pour le prévenir que son père arrive. Pas le temps pour les scènes, il vire les intrus manu militari, allant jusqu'à arracher la porte pour les dégager au plus vite. Avant même d'avoir pu réaliser, Yin Yun et Roux sont déjà de retour chez eux. Ils s'affalant sur le canapé pour reprendre leurs esprits et Roux jure que désormais il mordra tous les méchants qui oseront s'approcher. Yin Yun, tout en câlinant le petit, finit par se perdre dans ses pensées. Il se revoit à l'époque où il tentait de noyer un chagrin d'amour dans n'importe quel alcool qui lui tombait sous la main. Il touchait le fond quand un pote l'a traîné de force à une audition. Sur place, le réalisateur a été scotché par son regard mélancolique et on l'a envoyé direct jouer dans des séries pour ados qui n'ont jamais vraiment décollé. Entre les uniformes scolaires et les costumes d'époque, le gars s'est dit que sa voix, c'était la comédie. Mais quand il l'a annoncé à ses vieux, sa mère a failli faire une attaque parce que son seul et unique but dans la vie, c'était d'être grand-mère. Ils ont fini par conclure un pacte s'il n'était pas célèbre à 25 ans. Il acceptait de suivre la vie qu'elle avait tracée pour lui. Les années ont filé à toute allure et il stagnait toujours dans des seconds rôles, alors que son pote le blond au visage flouté était déjà une superstar. Yin Yun allait fêter ses 25 ans entre bières bon marché et les rendez-vous arrangés que sa mère lui imposait. À chaque rencontre, il tombait sur des nanas qui, avant même de dire bonjour, l'interrogeaient sur son salaire et son patrimoine. Il se sentait vidé, piégé dans un défilé de rencarts sans issue. C'est là que son ami lui a suggéré de partir à l'étranger pour tout reprendre à zéro. Il a raclé ses économies, menti à ses parents et sauté dans un avion pour lancer les démarches légales afin d'avoir son fils. Pendant l'attente, il doutait de ses capacités à être un bon père, mais dès qu'il a vu le petit Roux dans son berceau, toutes ses peurs se sont envolées. Il s'est juré de le protéger contre vent et marée, même en partant de rien. Aujourd'hui, entre les bains moussants et les éclats de rire, le petit est devenu son univers et le passé semble loin derrière. Mais pendant qu'il se remémore ses souvenirs, le boss prend une douche pour se calmer les nerfs. Il porte une marque près de la hanche, une sorte de sceau indélébile qui rappelle qui commande. On voit bien qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui tienne tête, et encore moins qu'on le morde. En se séchant, il se jure qu'ils se reverront, vu son pouvoir. Le gamin ne pourra pas lui échapper bien longtemps. Le patron finit d'éplucher le dossier de Yin Yun. Pas le temps de s'attarder sur les photos, le patriarche vient déjà de le faire mander. Il se change en un éclair et file droit au bureau qui, comme à son habitude, semble désert. Pour s'entretenir avec le chef de famille, il faut emprunter un passage dérobé, on déplace un livre. La bibliothèque pivote et l'on pénètre dans la cachette où le vieux l'attend de pied ferme. Le vieil homme ne prend pas de gants et attaque direct avec les reproches. Il le prévient que le second oncle dépasse les bornes et qu'en tant que chef de clan, il ne peut pas rester les bras croisés. Entre 2 tasses de thé, l'ultimatum tombe, il est temps qu'il fasse son devoir et qu'il épouse la fille d'Etchin, qui rentre au pays exprès pour se trouver un mari. Mais lui, il est à bout. Pendant que le vieux délire sur des mariages arrangés, le patron lâche une bombe pour clore le débat. Il lui balance que l'oncle n'est pas en train d'emmerder une simple étudiante, mais son propre fils. Le patriarche manque de s'étouffer. Le recrachage de thé est instantané, mais apprendre qu'il a un arrière-petit-fils de presque 4 ans le percute de plein fouet. Il est complètement sonné par la nouvelle. Son petit-fils l'observe avec un calme olympien. Il vient de lui faire la surprise de sa vie et a failli l'envoyer au tapis par la même occasion. Passé le choc, le patriarche sort de ses gonds et tente de lui mettre une baffe, mais le jeune homme lui bloque le bras au vol. Il a l'habitude des accès de violence du vieux dès que les choses lui échappent.
Le vieil homme n'en revient pas que ce gamin puisse piétiner les traditions familiales avec autant de désinvolture. Il ouvre sa chemise pour exhiber la marque que portent soi-disant les héritiers et lui hurle que la prophétie des ancêtres est infaillible. Un vrai romantique de la préhistoire, ce vieux. Sauf que le patron a d'autres projets et lui fourre une photo du gosse sous le nez pour lui clouer le bec. Le grand-père manque de défaillir en voyant que le petit a des traits étrangers, et oui. La mère venait d'ailleurs, alors la ligne est pure. C'est de l'histoire ancienne. Le plus drôle, c'est de voir le vieillard s'adoucir en 2 secondes. Il contemple ses boucles et ce regard le petit n'a rien du visage de grincheux de son père. Roux est bien trop mignon pour que le vieux puisse continuer à détester le monde entier bien longtemps. Le patron le fait asseoir et lui demande de rester calme, car il y a des dossiers bien plus sombres à régler. Le second oncle montre déjà les crocs pour s'emparer du pouvoir, et on sent que les vieilles rancœurs couvent depuis la mort du père du patron. Pour le petit-fils, ce drame n'avait rien d'un accident et il doit maintenant assurer ses arrières pour protéger le petit. Il fait comprendre au patriarche qu'il gérera les choses à sa façon et qu'il ferait mieux de ne pas s'en mêler. Finalement, le vieux capitule, mourant d'envie de voir son arrière-petit-fils. Le jeune homme l'a eu à l'usure avec cette petite bouille d'ange. Le patron quitte le bureau et jette un œil inquiet à sa montre. Il est déjà plus de 11 heures du soir et il n'a aucune idée d'où ils ont bien pu emmener son fils à une heure pareille. Pendant ce temps, Yin Yun fonce en taxi, le petit dans les bras, pressant le chauffeur d'arriver avant minuit. C'est une véritable course contre la montre si minuit sonne avant qu'il ne soit arrivé. La situation du gamin va devenir vraiment critique. Sous pression, Yin Yun scrute la route, cherchant désespérément une issue. Quelle finale de malade, la famille. Yin Yun trace comme un fou dans son taxi pour battre le chrono, alors faites pareil et foncez liker la vidéo avant le coup de minuit. Abonnez-vous pour ne pas louper le dénouement et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous aimeriez que je vous raconte. Allez, à plus. Le conte de fées touchait à sa fin et le petit s'était enfin endormi. Yin Yun commençait à se prendre pour une super nounou, mais le calme fut de courte durée. À peine avait-il quitté la chambre qu'il sentit un poids dans sa poche. Son cœur manqua un battement, c'était son portable. Il l'avait complètement zappé. Il avait une véritable grenade entre les mains et son patron était déjà en train de prononcer la sentence. Quand il rappela, son boss, qui n'avait pas une once de patience, refusa d'entendre la moindre excuse. C'était simple, soit il rappliquait illico, soit il pointait au chômage. Il était presque 11 heures, il fallait qu'il fonce. Il réveilla le gamin pour le confier à ses parents, mais le sort avait décidé que ce n'était pas son jour. Arrivé devant l'appart, il eut beau sonner comme un sourd. Personne. Sur la porte, il ne trouva qu'un mot de ces vieux, ils avaient gagné un voyage et étaient partis retrouver leur jeunesse. Des génies! Ils s'étaient défilés au pire moment possible, avec en prime une signature bien ringarde, ta jolie maman et ton beau papa. Il ne manquait plus qu'il le bloque de partout pour parfaire le tableau. N'ayant plus le choix, il sauta dans un taxi conduit par un type qui n'avait clairement pas peur de mourir. Le chauffeur slaloma entre les voitures comme s'il jouait à GTA et le déposa devant le studio à la toute dernière seconde. Il entra sur le plateau à minuit pile et le réalisateur l'attendait de pied ferme pour l'exécuter devant tout le monde. Il l'incendia, furieux de le voir débarquer au boulot avec un gosse dans les bras. Yin Yun improvisa un énorme mensonge. Roux était un lointain cousin, plus calme qu'une plante verte, et il ne poserait aucun problème. Heureusement, une collègue eut pitié de lui et emmena le petit se reposer pendant qu'il allait se changer. Pendant qu'on ajustait son costume, Yin Yun ne décrocha pas un mot. La dernière chose qu'il voulait, c'était s'attirer d'autres ennuis. Dès que le réal donna le signal, les techniciens le suspendirent à un câble comme un pantin de foire pour sa scène d'action. Mais il suffit d'un regard ténébreux de premier rôle pour que tout rentre dans l'ordre dès qu'on crie « Action ». Pendant que l'un gagnait sa croûte, le petit s'était profondément endormi sur un canapé en salle d'attente. Mais ce n'était pas vraiment pour se reposer. Roux errait dans ses rêves, marchant dans le vide à la recherche de Yin Yun, en proie à une angoisse totale, jusqu'à ce qu'une lueur finisse par le guider droit vers un cauchemar. C'est là qu'une vision d'horreur le frappa. Quelqu'un d'identique à son protecteur gisait dans une mare de sang, mortellement blessé. Le gamin s'effondra dans son sommeil en poussant un cri à vous glacer le sang. Ce cri traversa des distances inexplicables. Dans une voiture de luxe, un homme en costume qui semblait n'avoir jamais souri de sa vie ressentit un pincement au cœur qui le laissa sans voix. Et il n'était pas le seul. Loin de là, dans un manoir aux airs de musée, un vieil homme lâcha sa tasse de thé comme s'il venait de recevoir une décharge électrique. C'était l'arrière-grand-père de la famille, et il comprit que si ses mains tremblaient ainsi, ce n'était pas à cause de l'âge, mais parce que l'enfant de la prophétie s'était enfin réveillé. Sous la pleine lune, quelque chose d'enterré depuis des années venait d'ouvrir les yeux. Roux n'arrive plus à s'arrêter de pleurer. Le petit a l'impression que le monde s'écroule et ses hurlements s'entendent à des kilomètres à la ronde. Pendant ce temps, Yin Yun est en plein tournage, suspendu à des câbles comme un pantin qui aurait perdu ses vis. Le réalisateur a une patience plus que limitée et il est déjà en train de l'enterrer vivant. Il lui hurle que sa pose ressemble à celle d'un chien qui broute de l'herbe. Le pauvre gars n'emmène pas large. Soudain, Yin Yun se fige. Il lui a semblé entendre la voix de Roux. Et il ne rêve pas, le petit est en train de retourner tout le plateau, le cherchant désespérément partout.
Mais le boulot passe avant tout. Il se remet en place, tente de se concentrer et attend le signal. Action au moment précis où il commence à s'élever dans les airs, le gamin déboule de nulle part et s'agrippe à sa jambe comme une ancre de marine. C'est la catastrophe totale. Les voilà tous les deux en train de flotter dans le vide pendant que la prise foire complètement, manquant de peu de coller une crise cardiaque à toute l'équipe de production. On les redescend fissa avant que quelqu'un ne finisse aux urgences, mais Roux est collé à lui comme une moule à son rocher et n'a pas l'intention de lâcher prise. Le gosse fait un caprice monumental, il ne veut qu'une chose, rentrer à la maison. Yin-Yun essaye de le calmer avec un sourire forcé, lui promettant qu'ils partiront dès demain s'il se tient tranquille. Sauf que le réalisateur est d'une humeur tellement massacrante qu'il vous glace le sang d'un simple regard. C'est le genre de patron tellement aimable qu'il vous laisserait choisir la couleur de votre carton de licenciement. Heureusement, l'assistant réagit vite et propose d'utiliser une doublure pour ne plus perdre de temps. L'homme finit par accepter à contre-cœur. Yin-Yun en profite pour emmener le petit au vestiaire avant qu'il ne se fasse virer manu militari. Une fois à l'intérieur, Yin-Yun explose. Il est furieux, mais surtout terrifié par ce qui aurait pu arriver. « Mais qu'est-ce qui t'a pris de sauter comme ça ?» lui crie-t-il. Mais le petit ne répond pas, il tremble de tout son corps et fond en larmes. Le voir dans un état pareil briserait le cœur de n'importe qui. Se sentant comme la pire des ordures, Yin-Yun finit par le serrer dans ses bras et prend tous les torts sur lui pour tenter de l'apaiser. Mais le répit est de courte durée. Dehors, un fracas sourd fait sursauter tout le monde et des cris s'élèvent pour appeler une ambulance en urgence. Yin-Yun sort voir ce qu'il se passe, le petit toujours dans les bras, et tombe sur une scène de chaos. Les murmures circulent déjà, quelque chose a terriblement mal tourné avec la doublure qui venait de le remplacer. Le remplaçant a joué de malchance, il a fait une chute vertigineuse depuis le sommet du décor et s'est écrasé lourdement au sol, au milieu d'une mare de sang. Au final, Roux a sauvé la vie de Yin-Yun, même si le prix a été payé par un figurant qui n'avait rien demandé. Yin-Yun réagit au quart de tour et cache les yeux du petit pour lui épargner cette vision d'horreur. Mais l'enfant n'a pas besoin de voir pour comprendre. Il sent un battement de cœur s'éteindre, c'est comme s'il percevait la seconde exacte où le contrat de ce pauvre type avec la vie venait de prendre fin. C'est le chaos total sur le plateau. L'assistant réalisateur hurle pour empêcher la foule de s'agglutiner autour du blessé. « Reculez, ne le touchez pas !» Un faux mouvement, et c'en est fini de lui. Yin-Yun fend la foule et propose son aide pour les premiers secours. Il affirme savoir comment stopper l'hémorragie et, comme l'ambulance n'arrivera pas avant 20 minutes, l'assistant n'a d'autre choix que de le laisser passer pour tenter de sauver le cascadeur. Il installe Roux sur une caisse en lui demandant de ne surtout pas bouger. « Ne regarde pas, d'accord ? C'est beaucoup trop de sang pour un gamin de son âge. » Mais le petit ne peut pas s'en empêcher et finit par donner un coup de main, maintenant le blessé tandis qu'il aperçoit quelque chose d'invisible pour les autres. Une ombre rouge et putride commence à s'extirper du corps de la victime, glissant tel un parasite droit vers celui qui est en train de le soigner. C'est le cadeau d'adieu de celui qui s'apprête à passer l'arme à gauche. « Si je pars, je te laisse un petit souvenir pour que tu ne m'oublies jamais. » Le gamin panique en voyant cette crasse s'agripper à Yin-Yun. Il s'élance pour donner l'alerte, mais ses jambes flanchent sous le coup de l'émotion et il s'étale de tout son long sur le sol. Il se relève tant bien que mal pour le rejoindre, mais il finit par percuter de plein fouet un employé. Le type au béret n'a pas une once de patience et l'envoie valser d'un cri rageur. Roux est mort de peur, il pleure et supplie qu'on le laisse passer, mais cette brute ne connaît que la violence. Le petit tremble, prostré par terre, et hurle désespérément pour prévenir du danger, mais personne ne l'écoute. Au contraire, le gros au béret est persuadé que ce gosse est un vrai chat noir. Il l'attrape par le col comme une vieille serpillière et lui rejette la faute de tout ce désastre. Le type lève déjà la main pour lui coller une correction, alors que le petit se recroqueville, attendant le coup. Mais juste avant l'impact, une main de fer stoppe son bras net. C'est Yin-Yun. Il affiche un regard assassin, le genre de visage qui n'acceptera aucune excuse. Ce n'est plus le gars soumis qui se laisse marcher dessus. Il n'a qu'une question pour ce tyran qui t'a permis de toucher à mon fils, l'employé ne le sait pas encore. Mais il a choisi le pire jour pour perdre ses dents. Le mec s'est imaginé qu'il pouvait lever la main sur le gamin sans conséquence. Mais Yin-Yun l'a stoppé net avant même qu'il ne touche. Regarde-le, il lui attrape le bras avec un calme qui glace le sang pendant que les agents de sécurité le maîtrisent comme un vieux chiffon. Yin-Yun se contente de s'essuyer les mains, l'air de dire « Tu me salis le costume, je nettoie ». Il confie le gosse à une assistante pour l'écarter du pétrin, mais Roux refuse net. Il pique une crise à faire trembler les murs, il veut absolument aller voir son chouchou. Yin-Yun soupire. Il sait qu'il ne gagnera pas contre ses yeux larmoyants. Aussi dur qu'il soit, les pleurs de Roux restent son point faible. « Tu peux aller le voir, mais après tu reviens avec moi », dit-il en tentant de sauver ce qui lui reste d'autorité. Dès qu'on le lâche, Roux décolle, traverse le plateau à fond et se jette sur le type aux cheveux bleus, encore par terre à essayer de reprendre son souffle après le coup. Le gamin ne comprend rien quand il voit Yin-Yun débarquer la tête de l'emploi. « Ben quoi, tu veux que je laisse attaquer mon fils ? Balance l'héritier, lâchant la bombe avec une assurance qui te fait tout remettre en question. » Roux profite de la confusion pour montrer le coupable du doigt et le balancer. « Cet homme est méchant !» crie-t-il.
Et là, le type aux cheveux bleus pète définitivement les plombs. Le gros, qui n'a visiblement aucun instinct de survie, tente de charger à nouveau en gueulant des conneries. Mauvaise pioche. Le type aux cheveux bleus se relève avec ce qui lui reste d'énergie pour lui remettre les idées en place d'un coup de pied dans les bijoux de famille. Le Snorlax s'est endormi direct au sol de là. Il ne se relève pas. Le type aux cheveux bleus atteint sa limite, rend le gamin à l'héritier, démission comprise. Il lui dit d'aller chercher quelqu'un d'autre, et, pour conclure le marché, lui tire la langue. Leur tentative de partir dignement n'a pas duré une seconde, le patron envoie la sécurité et les voilà tous les deux en l'air, portés comme des sacs de patates. Ces types n'ont aucun scrupule. De retour au manoir, l'ambiance se coupe au couteau. En voyant l'heure, l'héritier commence son sermon. Il est 2 heures du matin. Tu te rends compte? Il ne comprend pas ce qu'un gamin aussi petit fait debout à cette heure dans un endroit pareil. Il lui balance en pleine figure qu'il n'a aucune idée de comment s'occuper de lui, après l'avoir foutu dans ce bordel et laissé tout seul. Sans un mot, le type aux cheveux bleus avale sa salive en encaissant toute la décharge. Le gamin dort comme une souche. Le type aux cheveux bleus n'a plus qu'à ravaler sa rage et accepter d'être enfermé sous le regard lourd de l'héritier, qui s'en va avec une présence si imposante que le mec ne sait plus s'il a peur ou s'il a besoin d'une autre douche froide. Après la douche, le gamin se réveille avec l'énergie d'un réacteur nucléaire. Ils se mettent à jouer, et le môme manque de le laisser chauve d'une tignasse, prouvant que ce gosse est un danger permanent. En plein chaos, la porte s'ouvre, l'héritier apparaît avec un médecin, montrant que sous cette arrogance bat un cœur inquiet. Le gamin toujours en l'air, le type aux cheveux bleus reste figé. Et il parvient seulement à demander « Quand est-ce que t'es entré ?» pendant que le chef le foudroie du regard. Pauvre type, pas une seconde de répit. Ouf, quel chapitre de malade! C'était à s'en arracher les cheveux tellement c'était intense. Et puisque le petit a failli scalper le héros d'un coup sec, faites pareil et donnez un bon coup de pression sur le bouton like pour faire grimper la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas louper la fin de ce chaos total. Et dites-moi en commentaire quel autre mangua vous voulez que je vous raconte. Allez, à la prochaine. Escorté par le médecin, le grand patron déboule dans la chambre comme s'il menait un raid de la police d'élite. Il congédie le docteur en 2 secondes et marque son territoire en posant les médicaments sur la table avec la chaleur d'un congélateur. Il ne pige rien à ce qui se passe, mais l'héritier est déjà en train de lui ordonner de lâcher le gamin. « Donne-moi mon fils », lui lance-t-il avec un regard noir à vous glacer le sang. Sauf que Yi ne se laisse pas démonter et s'agrippe au petit comme s'il s'en servait de bouclier humain. Le patron lui reproche qu'il est 3 heures du matin et que le gosse est toujours debout. Visiblement, le concept de rythme de sommeil n'est pas le fort de notre protagoniste, qui préfère continuer à se chamailler en peignoir en pleine nuit. Entre les tiraillements et les éclats de voix, le petit roux décide que les cheveux de son papa sont son nouveau jouet préféré. Il tire si fort que le boss a l'impression qu'il va finir chauve sur le champ. C'est une sacrée leçon, rien n'apprend mieux la gravité à un enfant que d'utiliser le crâne de son père comme corde d'escalade. En un éclair, ils perdent l'équilibre et tout le monde finit au tapis. Ils se retrouvent tous les deux étalés sur le lit et, allez savoir pourquoi, des pétales de rose apparaissent de nulle part comme dans un mélo à petit budget. Ils restent là, nez à nez, dans un silence qui semble durer une éternité. Yi est en panique totale pendant que le patron le dévisage de haut en bas, sûrement en train de se demander si ce peignoir est aussi doux qu'il en a l'air. La tension est trop forte, Yi finit par exploser. Il lui balance ses fringues à la figure pour qu'il se couvre et file se changer en hurlant qu'ils sont 2 hommes et qu'il n'y a rien à voir. On voit bien qu'il ne sait plus où se mettre tellement il est mort de honte. Quand il revient, bien emmitouflé dans son pyjama, l'ambiance a changé, l'héritier est assis avec la trousse de secours, affichant une expression qui vous cloue le bec avant même d'avoir ouvert la bouche. En fait, le petit s'est coupé à la main et le patron, malgré son humeur de chien, l'a remarqué avant même son propre gardien. Yi panique complètement et s'empresse de le soigner immédiatement. Profitant de l'occasion, le gamin nous sort des larmes de crocodile dignes d'un grand théâtre et réclame des bisous pour que le bobo s'arrête de piquer. Au bout du compte, le microbe mène ces 2 colosses par le bout du nez. Le patron observe la scène depuis le pas de la porte et, voyant que le spectacle des bisous est terminé, décide qu'il n'a plus rien à faire là. Il s'en va avec un air renfrogné, convaincu que ce cirque a épuisé ses dernières réserves de patience. Sans dire un mot, il ferme simplement la porte et s'éloigne dans les couloirs, avec ce petit air de supériorité qui ne le quitte jamais. À l'intérieur, Yi prend son rôle d'infirmier très à cœur. Il lui sort un sermon sur les infections dignes d'un manuel médical et lui bande la main comme s'il lui sauvait la vie. Une fois fini, il est tout fier de son travail et lui montre ses paumes comme s'il venait d'accomplir un miracle stérile où aucune bactérie ne pourrait survivre. Mais le petit n'est pas du tout convaincu. Il regarde son bandage avec une tête de martyr et finit par lâcher que Yi a maintenant de la saleté à l'intérieur de lui. Yi, qui est tellement innocent qu'il ne comprend rien, commence à renifler ses vêtements en pensant que le gamin critique son parfum. Comme il sort de la douche, il ne pige pas pourquoi Roux fait une telle fixette sur la propreté maintenant. Il s'avère que le petit a fait un cauchemar sanglant et qu'il a eu une peur bleue. En le voyant dans cet état, l'agacement de Yi s'envole,
et il le serre fort dans ses bras pour le calmer. Il lui assure que les rêves sont toujours l'inverse de la réalité et lui dit d'aller dormir, d'arrêter de penser à des bêtises et de se tenir sage. Une fois les lumières éteintes, celui qui n'arrive pas à fermer l'œil, c'est le gardien. Il s'en veut à mort d'avoir emmené l'enfant dans un endroit aussi glauque pour qu'il finisse par se blesser. Il reste là, à s'excuser en silence, pendant que Roux, toujours éveillé sous les draps, rumine cette histoire de saleté. Le gamin a clairement un don, il ne sait pas ce qu'est un coup bas. Mais il vous lance des regards qui vous font porter toute la misère du monde sur les épaules. Quel drame pour quelques bisous. Si ce petit bout de chou arrive à faire plier ces deux géants, vous, faites chauffer le bouton like, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains potins et dites-nous en commentaire quel autre manoir vous voulez qu'on raconte. À la prochaine. À peine les yeux ouverts, Yi tombe nez à nez avec le gamin qui pionce juste à côté de lui. Roux dort à poing fermé, en train de baver sur l'oreiller avec une sérénité presque insultante. C'est seulement maintenant que Yi réalise hier soir. Il était tellement crevé qu'il s'est écroulé dans le premier coin venu. Mais il se réveille carrément dans un palais. C'est tellement luxueux qu'il n'ose même pas effleurer les murs de peur de laisser une trace. Il essaie de secouer le petit pour le réveiller, mais Roux a le sommeil plus lourd qu'un dictionnaire. Il finit tant bien que mal par le tirer du lit pour attaquer la journée. Une employée débarque pour annoncer que le petit déjeuner est servi et que le maître des lieux est déjà parti s'occuper de ses affaires. Ils filent se brosser les dents ensemble et Roux est obligé de grimper sur un tabouret pour voir le miroir. Vu qu'à son âge, c'est encore un vrai petit format poche. Le chemin vers la salle à manger est une véritable insulte à la pauvreté. Il slalomant entre des statues d'or et des vases qui valent plus cher que tous leurs organes réunis. Une fois à table, il tombe sur un festin digne d'un buffet de grand hôtel. Yi et le gamin ne se font pas prier et se jettent sur la nourriture, comme s'ils n'avaient pas mangé depuis 10 ans. Mais la fête est de courte durée, une domestique lui rapporte son téléphone oublié dans la voiture hier, et manque de bol, l'appareil se met à sonner pile à ce moment-là. C'est son agent, Zhang Ji, qui l'appelle pour le harceler et il n'a pas l'air d'humeur à plaisanter. Yi tente de s'imposer, mais tout ce qu'il dit entre par une oreille et ressort par l'autre. Le ton monte, son agent lui ordonne de rappliquer Fissa à l'agence. Parce que le grabuge d'hier soir est en train de virer au scandale total. Pauvre Yi, à peine réveillé qu'il doit déjà courir partout pour éteindre des incendies. Le souci, c'est que s'il part, Roux vient avec lui, sauf que dans cette baraque, ils sont plus surveillés que le coffre-fort de la Banque de France. Sortir le gamin d'ici sans se faire plaquer par les gardes va demander une performance digne d'un Oscar. Yi lui murmure alors son plan à l'oreille et le petit marche direct. Il s'avance vers la sortie d'un air assuré, mais le majordome les intercepte avant la porte. Avec un calme olympien, il lui explique que s'il lui est libre de circuler, le jeune maître, lui, a interdiction formelle de mettre un pied dehors. Yi maudit son patron de les maintenir ainsi en résidence surveillée, mais il a encore une dernière carte dans sa manche. Il fait signe à Roux de lancer le spectacle et, pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le grand patron sort d'une réunion interminable avec des types en costume pour recevoir la nouvelle qui va lui gâcher sa journée. Le gosse et son babysitter viennent de se faire la malle. Le petit a joué la comédie comme s'il était à l'article de la mort. Et Yi a tellement insisté sur l'urgence que les gardes n'ont eu d'autre choix que de les escorter à l'hôpital. Une fois sur place, entre 2 brancards et 3 couloirs, ils leur ont fait le coup de la fumée et se sont volatilisés. Le patron est hors de lui, broyant ses dossiers à main nue en hurlant qu'on les retrouve immédiatement. Il n'arrive pas à croire que ce duo soit aussi insaisissable. On dirait bien qu'ils n'ont pas la moindre intention de se laisser mettre en cage. Mais alors que le type s'étouffe de rage dans son bureau, Yi et le gamin célèbrent leur victoire devant l'hôpital. Le plan a marché comme sur des roulettes, les voilà enfin libres. Le patron sort une boîte de gâteaux de lune si raffinés qu'on dirait des bijoux tout droit sortis d'un écrin. Le gamin et Yi en bavant déjà d'envie, mais le vieux n'a pas la moindre intention de leur céder ses douceurs aussi facilement. Il s'avère que ce sont des reliques familiales, son arrière-grand-père aurait médité 49 jours au milieu de l'encens pour que la pâte capture l'essence du soleil et de la lune. Une recette millénaire censée apporter l'illumination à celui qui y goûte, ou du moins servant de prétexte à l'arrière-petit-fils pour priver de dessert 2 gamins affamés. Sans aucun scrupule, le patron leur referme la boîte au nez et leur balance de vieux biscuits premier prix en promo pour qu'ils lui fichent la paix jusqu'au festival. Quel rabat-joie celui-là! Évidemment, ils ne vont pas se contenter de ces restes, les voilà déjà en plein conseil de guerre, en train de peaufiner le casse du siècle. Ils attendent patiemment que le vieux se change pour partir bosser et le saluent avec le sourire le plus hypocrite de leur répertoire. Dès que la porte claque, l'opération sauvetage est officiellement lancée. Ils foncent droit vers le butin. Sauf que le patron est du genre méfiant. Il a verrouillé la boîte avec un cadenas digne d'un coffre-fort de banque. N'ayant pas la clé, il passe les jours suivants à jouer les espions de bas étage. Il le talonne absolument partout, allant jusqu'à le guetter sous la douche pour voir s'il porte la clé autour du cou. Mais rien, elle reste introuvable et le temps presse. On est à la veille du festival et ils sont au bord de la crise de nerfs. Yi décide d'envoyer le petit au charbon pour la partie la plus délicate. Le petit roux se jette sur le patron avec une attaque mignonnerie parfaitement orchestrée.
Il le supplie de dormir avec lui en faisant sa tête d'ange un pur piège et le vieux finit par craquer. Les voilà donc qui font semblant de dormir comme des loirs, attendant que le patron ronfle comme un vieux tracteur pour que Yi puisse subtiliser la clé avec la dextérité d'une pro. Accompagnée de son complice, elle s'extirpe du lit pour foncer vers le trésor interdit. Devant le coffret, il l'ouvre doucement, le cœur battant, impatient de découvrir ce qu'il cache. Pendant ce temps, le patron se réveille, sent que la place est froide et bondit hors du lit, sachant pertinemment que ces deux-là ne sont pas allés à la cuisine pour un simple verre d'eau. Il déboule dans la pièce et les prend la main dans le sac, ou plutôt le gâteau à la bouche. Il hurle pour qu'ils arrêtent tout de suite, mais le mal est fait. Le duo de rongeurs mâchouille joyeusement, tandis que le patron se rappelle soudain que ces gâteaux ont séché au soleil pendant 7 semaines. En gros, ils sont en train de s'enfiler un nid à bactéries. C'est la panique totale quand les petits commencent à se tordre de douleur. Le patron appelle les urgences en catastrophe, terrifiés pour leur vie, et par les ennuis judiciaires que lui vaudrait la présence de 2 cadavres dans son salon. Mais avant qu'on lui réponde, l'atmosphère change et les 2 complices se mettent à briller comme s'ils avaient avalé des lanternes. Au lieu de finir à l'hôpital, ils entament une transformation digne d'un rituel sacré. Yi grandit d'un coup, ses cheveux s'allongent et elle devient une superbe jeune femme en robe traditionnelle, tandis que le gamin se retrouve affublé d'immenses oreilles de lapin. Le patron reste planté là, son téléphone à la main, sans comprendre ce qui lui arrive. Il assiste, médusé, à la transformation de son petit cambriolage en un véritable défilé de mythologie chinoise. Face au carnage, l'homme en costume reste un instant pétrifié, mais il retrouve vite ses esprits. Il réajuste sa veste d'un geste sec et annonce qu'il va s'en occuper personnellement. Son assistante tente de lui rappeler qu'il a des réunions cruciales à son agenda, mais il la remballe direct, le boulot passerait-il avant son propre fils, question de priorité. Pendant ce temps, à l'hôpital, c'est le branle-bas de combat pour les retrouver. La sécurité fouille chaque recoin comme des dératés, sans voir que notre duo de choc leur a filé entre les doigts. Yi et le gamin s'éclipsent discrètement par une porte dérobée et sautent dans le premier bus qui passe pour mettre les voiles et fuir ce bourbier. Ce n'est qu'une fois bien installés qu'ils peuvent enfin souffler un bon coup. Roux est aux anges après sa performance digne d'un Oscar, et Yi valide son talent inné pour le mélo. Persuadés d'être les meilleurs acteurs du monde, ils se tombent dans les bras pour fêter cette évasion parfaite. Mais en arrivant à la boîte de prod, ils tombent sur un véritable mur humain. Une horde de caméras guette Lily Zeng, la star du moment, qui débarque en distribuant des sourires avec une classe que Yi ne pourrait même plus s'offrir en rêve. Il l'observe de loin, repensant à l'époque où elle débutait et l'appelait grand frère Yi, avec des étoiles dans les yeux. Aujourd'hui, il a l'impression d'être resté au sous-sol pendant qu'elle brille dans une autre galaxie. Ils entrent finalement dans le bureau pour leur rendez-vous avec Zhang Ji. La boss les reçoit sans lâcher son téléphone. Alors Roux sort instantanément sa tête d'ange pour l'amadouer. Le petit sec avec cette bouille, personne n'osera le jeter dehors. Comme prévu, elle craque en 2 secondes devant le charisme du gamin et les laisse s'installer. Mais le calme est de courte durée, Zhang Ji lâche une bombe. Elle demande cash à Yi s'il a envoyé quelqu'un aux urgences, parce qu'apparemment, le réalisateur Pang a fini avec des fractures partout et n'a toujours pas repris connaissance. Yi sent le sol se dérober sous ses pieds, il s'imagine déjà en train d'apprendre à marcher au pas dans la cour de promenade. Pour couronner le tout, l'affaire s'envenime, un scandale de détournement de fonds vient éclabousser toute l'équipe de tournage. La patronne va droit au but, non seulement le budget est coupé, mais ils vont éplucher chaque centime dépensé par le réal. Elle lui montre l'historique des appels et lui demande sans détour si c'est lui qui a distribué les pains. Comme Pang n'a aucune idée de qui l'a tabassé, Yi est le suspect numéro 1. Le pauvre gars se défend en disant qu'il a le charisme d'un ficus et que personne ne remarque jamais sa présence. Mais Zhang Ji l'achève avec la vérité, avec cette attitude de figurant, et il n'attirera jamais l'attention de quelqu'un d'important. Le voilà le moral dans les chaussettes pendant qu'elle lui balance son CV à la figure. Elle lui confirme qu'il a une poisse digne d'une malédiction, ses films disparaissent du net, et sur le peu qu'il reste, il est plus flou qu'un Bigfoot. C'est le roi des figurants poissards, le genre de type qui crève à la première scène sans même avoir le temps de toucher son cachet. Au moins, la boss admet qu'il est son employé le plus fidèle. Pour calmer le jeu, elle décide de le sortir de l'équation et l'envoie en vacances forcées. Ce n'est pas qu'elle le cache, c'est qu'il doit se faire oublier le temps que tout le monde zappe son existence. Un jeu d'enfant pour lui qui se fond déjà dans le décor. Elle lui tend un papier pour l'occuper, et il accepte ce repos forcé avec un sourire un peu crispé. Pendant ce temps, le grand patron en costume écume la ville, furieux. Ses gardes du corps finissent par localiser leur position, mais il n'en croit pas ses yeux, ils sont en train de poser comme des pros pour une pub. Après tout ce foin, il les retrouve sous les projecteurs comme si de rien n'était. Et pour finir sur une note de douceur, le petit aux oreilles de lapin vous souhaite un joyeux festival avec son canard. À suivre, Yi fait le show devant l'objectif, et le photographe est aux anges.
Le gamin enchaîne les poses et les expressions avec une aisance déconcertante, comme s'il était né pour ça, mettant les assistantes et la maquilleuse au bord de la syncope. Il prétend que c'est juste une question d'hydratation, mais avec une tête pareille, c'est clair qu'il ne joue pas dans la même catégorie génétique que nous. La séance s'interrompt net quand l'estomac de Roux se met à hurler. Le petit débarque en réclamant à manger, et Yi lui promet un véritable festin s'ils finissent rapidement. Le photographe, flairant l'occasion du siècle, sort l'artillerie lourde, il leur propose des bons pour une pâtisserie de luxe s'ils acceptent de poser ensemble. Avec la promesse du dessert, les deux acceptent le deal sans hésiter. Le show reprend et le studio vire à l'overdose de mignonnerie. Ils enchaînent les cœurs avec les doigts et les poses adorables à donner le diabète à n'importe qui. C'est le duo de choc de la tendresse, du moins jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que l'ambiance ne se glace d'un coup. Le grand patron débarque à l'improviste avec une délégation d'investisseurs et se prend le spectacle de plein fouet. C'est une stratégie marketing pour le moins original, rien ne dit mieux, investissez chez moi, que de voir vos têtes d'affiche faire les guignols pour 3 chouquettes. Imaginez la tête des investisseurs devant vos meilleurs atouts portant des chapeaux pointus et faisant des grimaces d'enfants. Pendant que le manager vend du rêve aux clients en affirmant que Yi est la perle rare et que n'importe quel chiffon sur lui ressemble à de la haute couture, dans l'ombre, le patron observe la scène avec un mépris non dissimulé. Ça ne l'amuse pas du tout de le voir faire des risettes à la caméra. Et il se demande si Yi a toujours gagné sa croûte avec des pubs aussi minables. Yi sent un regard lui brûler la nuque. Il se retourne pour trouver le coupable, mais ne voit que le staff en train de s'extasier. Le type a un radar pour détecter les ondes négatives du patron que même l'armée de l'air lui envierait. Sans perdre un instant, l'héritier s'éclipse avec son aura glaciale, laissant tout le monde perplexe après ce départ précipité. La séance est un triomphe pour le photographe. Qui se voit déjà au sommet, il sait qu'Internet va imploser dès que les photos sortiront. Sauf que le patron a d'autres projets. Il ordonne illico à son assistant d'interdire toute diffusion de ce shooting dans les médias. Il veut que tout soit envoyé directement sur son mail et que personne d'autre n'y touche en gros. Il s'est payé une production de luxe juste pour avoir son contenu exclusif et mater le gamin en privé. Dans la foulée, il déboule dans les bureaux de Bai Xinhuang Entertainment, où il est reçu par le PDG, un type aux cheveux longs qui a l'air de dépenser plus en après-shampoing qu'en nourriture. Ce nouveau personnage connaît bien les caprices de l'héritier et se doute qu'il n'est pas là pour une simple visite de courtoisie. Il le traite de sans cœur tout en lui servant le thé, attendant de voir quelle mouche l'a encore piqué. Le patron n'est pas là pour socialiser. Il balance la photo de Yi sur la table avec un calme olympien et lâche sa requête, courte et brutale. Il veut que le gamin soit blacklisté de toute l'industrie. L'idée, c'est de lui couper les vivres pour qu'il n'ait d'autre choix que de revenir ramper et le supplier de l'embaucher. Une sacrée vision du management. Franchement, quel sans-cœur le patron. Il est prêt à étouffer le petit juste pour qu'il lui rampe aux pieds. Ne me laissez pas en manque d'oxygène et lâchez un énorme like sur cette vidéo. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire, quel autre manoir vous aimeriez que je vous présente. Allez, salut!